difficultés avec la droite martinique sont-elles dues à un problème de personne ou de projet? Vous savez, je n'ai pas vraiment de difficulté avec la droite. J'ai simplement fait le choix de partir travailler dans un autre type d'alliance, et vous l'avez dit, pour une question de projet. Pendant 5 ans, au conseil régional, nous n'avons tenu aucune réunion avec mon groupe. Et j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Puis j'ai estimé que je souhaitais m'impliquer davantage en politique et j'ai fondé le Parti régionaliste martiniquais. Donc déjà, je prenais des distances par rapport à la façon de pratiquer la politique. Pour moi, la politique doit être un projet, la politique doit être un engagement, un investissement. Je recevais beaucoup au VRP, je recevais beaucoup à la région et je me rendais compte que l'électorat, en fait, attendait de nous des actions et non pas des discours. Donc je me suis éloignée et j'ai pris le parti, mais en concertation avec mon parti, de choisir d'entrer dans une alliance au service d'un projet pour la Martinique. Qu'est-ce qui vous a captivé chez l'homme politique Letchimy? Eh bien, j'avoue que je ne suis pas entrée à Ensemble pour une Martinique Nouvelle pour un homme. J'y suis rentrée pour entrer dans une équipe qui travaille au service de la Martinique. Il est important que le leader soit charismatique, qu'il soit un gros travailleur, qu'il tienne ses promesses de campagne, qu'il ne déçoive pas les gens qui lui ont fait confiance. Ça, évidemment, ça a été un élément de choix. Mais surtout, c'est la façon dont j'ai constaté le management d'une équipe pendant 5 ans à la région. Le fait qu'il traite ses opposants avec beaucoup de respect et beaucoup de patience, on le voit d'ailleurs lors des plénières, au point même parfois d'agacer sa propre majorité, tellement il est conciliant avec ses oppositions, et bien tout cela m'a donné à forger ma conviction, ainsi que celle de l'ensemble des responsables de mon parti, qu'il était possible d'avancer avec des Martiniquais progressistes de gauche, mais avec qui nous partageons un certain nombre de valeurs progressistes, qu'il était possible d'avancer pour que le pays puisse aller plus vite et plus loin, parce qu'effectivement, nous sommes en difficulté, on voit la montée du chômage, on voit la montée de l'insécurité, on voit les attentes d'une population qui a besoin de se déplacer. Donc on a fait le choix du travail, mais on a fait aussi le choix de leader capable de porter cet énorme projet qui va être présenté bientôt aux électeurs martiniquais. Vous qui êtes toujours sur le plan national à droite, en soutenant Serge Letchimy, n'avez-vous pas l'impression d'être une alliée indirecte de François Hollande? Eh bien non, parce que je crois que tout simplement, il y a longtemps que nous avons compris ce que c'est qu'être dans une alliance de gestion. L'alliance de gestion ne nous demande pas de renoncer à nos valeurs. Le Parti régionaliste martiniquais est un parti de droite qui n'a pas mal à sa droite, et je ne suis pas, comme il y a mon plaisir à dire, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche. Non, non, nous sommes un parti de droite, progressiste. Ça veut dire que nous estimons que nous devons aujourd'hui en Martinique assumer la responsabilité du développement du territoire et porter cette responsabilité aussi, l'assumer dans ce que nous faisons de bien et de moins bien devant le peuple martiniquais. Maintenant, nous restons résolument de droite et quand il faudra faire des choix au niveau national, eh bien, sans nous fâcher avec nos alliés de gestion, nous allons choisir notre candidat dans la famille de droite. Donc cela ne pose aucun problème. Je crois d'ailleurs que Osons Oser, en tant que précurseur, l'a déjà fait. Génie Villis n'a jamais renoncé à dire qu'elle était une femme de droite. Elle a voté à droite sur le plan national, mais elle considère qu'il est plus intéressant pour elle de continuer dans une alliance de gestion. Et on le voit, le Grand Saint-Pierre lui donne raison, puisqu'aujourd'hui, l'espace du Grand Nord a commencé un développement intéressant, à la fois sur le plan de l'aménagement du territoire, mais aussi sur le plan économique. Comment devenir compétitif dans le monde économique quand nous exportons peu et le tourisme qui aurait pu nous donner une grande dimension se porte mal? Eh bien, en fait, c'est très facile. Il nous faut faire ce qu'on appelle la mutation économique. Il faut sortir de la logique de l'économie de plantation, c'est-à-dire acheter et vendre uniquement des marchandises consommables, et entrer dans une politique de choix de niche à haute valeur ajoutée. Alors pour cela, il faut commencer, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, aménager le territoire en fluidifiant la circulation pour permettre la libre circulation des biens et des personnes. Il faut multiplier les zones, non pas commerciales, il y en a assez, mais artisanales et industrielles, pour créer de l'emploi artisan justement. Par exemple, la zone de Ducos sera une zone extrêmement pointue sur le numérique, qui va permettre à tous nos jeunes de développer l'e-commerce, l'e-marché, vers les pays de la Caraïbe et vers le continent de l'Amérique du Sud. Et voilà les solutions que nous allons proposer. Donc je ne vais pas trop dire aujourd'hui puisque nous allons présenter le projet très bientôt, il ne faut pas trop anticiper. Voilà ce que nous allons proposer. C'est le développement de l'économie bleue, c'est le développement biochimique, agroalimentaire, autour des plantes médicinales, autour de la transformation de notre production alimentaire de base, la production agricole. C'est la progression justement de l'élevage, donc aller vers plus
vers l'autonomie alimentaire. Et là encore, il y a énormément de niches d'emploi pour nos jeunes agriculteurs et nos jeunes éleveurs. Donc nous avons plein d'idées, mais nous savons effectivement, et vous avez raison de le dire, qu'il faut sortir de l'économie de la plantation qui est sur l'ancien modèle. Et puis évidemment le tourisme qui est extrêmement important et que Kainoa Camille, avec beaucoup de talent, a redressé. Ce n'est pas suffisant et nous en sommes conscients, puisque seule la croisière a progressé. Donc maintenant, avec le concours des maires et des EPCI, Cap Nord, Espace Sud et la CACEM, nous allons nous appliquer à rendre le territoire martiniquais attrayant, avec le concours des artistes, parce qu'il peut faire de cette île aussi une île festive intéressante pour les touristes. Nous allons donc passer à la seconde phase du grand plan de politique touristique au cours de la prochaine mandature. Quels sont selon vous les autres grands projets qui pourraient être porteurs d'emploi? Eh bien, à côté de ce que je vais énumérer, il y a également le BTP. Il faut continuer justement la grande structuration en Martinique. Il y a bien sûr le TCSP à terminer. Il faut savoir que quand même le TCSP, c'est pratiquement près de 5000 emplois aujourd'hui offerts justement aux spécialistes martiniquais du BTP et qui ont aujourd'hui un tel niveau de technicité qu'il ne faut surtout pas le laisser perdre. Donc nous allons continuer à développer les grands axes routiers. Il y aura par exemple 2 grands axes, non seulement la voie qui va partir de Carrère et qui va rejoindre Brasserie-Lorraine, mais il y a aussi ce qu'on appelle la grande route des Pitons qui va permettre de mettre tout le nord à 20 minutes du centre de Fort-de-France tout en désenclavant la route du littoral. Donc ce sont des projets qui sont intéressants, ce sont des projets d'avenir qui vont permettre justement aux jeunes et aux moins jeunes du BTP de continuer à travailler, de continuer à se projeter, à construire leur vie personnelle parce qu'ils sauront qu'après la livraison du TCSP, les choses ne s'arrêtent pas et que la Martinique continue à se doter de structures nécessaires à son développement. Et puis vous savez, on ne pense pas la Martinique pour dans 20 ans, on la pense pour dans 50 ans, un siècle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être frileux et qu'il faut vraiment engager de grandes infrastructures routières. Et puis évidemment, je vous ai parlé des zones industrielles au service d'une économie nouvelle. Alors je voudrais aussi ne pas oublier l'usine de biomasse qui se construit à Trinité, comme vous le savez, et qui va nous permettre précisément d'absorber un certain nombre de matières premières pour fournir de l'énergie, puisque vous savez que nous sommes passés à 2% d'énergie durable sous la mandature de Marie-Jeanne, à 20% sous la mandature de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Donc c'est un énorme progrès et nous devons continuer dans cette direction. Quelles sont les bonnes nouvelles face au sargasse? Eh bien, vous voyez, la transition était toute prête puisque l'usine de biomasse sera justement un des clients des futurs professionnels des sargasses. Parce que nous savons maintenant, le rapport que je vais bientôt remettre au président de la région montre bien que nous sommes très informés sur l'origine, la provenance et la façon d'utiliser, de valoriser ces sargasses. Une partie de ces sargasses peuvent effectivement devenir du compost. Une autre partie peut être traitée en biomasse pour l'usine de bioénergie qui se construit à Trinité. Une autre partie peut être utilisée pour faire du bioplastique, de la transformation plastique avec des industriels avec lesquels nous sommes actuellement en pourparlers. Donc nous avons énormément progressé après avoir pris du retard, je le concède, parce qu'il se trouve simplement que les services travaillaient chacun de leur côté. Aujourd'hui, la préfecture a pris l'initiative de faire une réunion hebdomadaire le vendredi après-midi à la préfecture. Et cette harmonisation État-Conseil régional, parce que j'ai été nommée depuis seulement le mois de juin, et bien cette nouvelle harmonisation nous a permis d'accélérer la mise en place d'actions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons gagné cette bataille du ramassage sur site, c'est-à-dire sur les plages et sur les criques. Mais l'objectif n'est pas d'en rester là, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas d'échouage sur site, mais que les sargasses puissent être ramassés en mer. Donc nous sommes actuellement pour parler avec des porteurs de projets qui viennent nous proposer un ramassage en mer, donc la collecte en mer, pour une valorisation des sargasses. Je ne vais pas en dire plus puisque je dois remettre mon rapport au président de région et c'est normal qu'il ait la primeur des propositions que je vais lui faire, mais nous avons beaucoup travaillé et nous sommes satisfaits, nous sommes sur la bonne voie. Quelque chose à rajouter? Oui, je suis contente que vous me donniez l'occasion de revenir sur des petits soucis qui ont défrayé l'actualité et qui, ma foi, selon moi, n'avaient pas de réalité. Mais vous savez, parfois, qui ne dit mot consent, donc il faut quand même expliquer parce que je ne consens pas. Donc le premier petit souci a été ma mise en cause lors de la création d'un groupe sur Facebook, comité de soutien à Ensemble pour une Martinique nouvelle. Il a été présenté d'ailleurs, ce qui m'ennuie beaucoup, par la presse quand même d'État, qui est Martinique Première,
comme si j'avais ajouté à leur insu des personnes à participer à ce comité. Je pense que c'est le nombre pléthorique, plus de 6000 personnes avaient été invitées, qui a un petit peu gêné et qui a interpellé. Je regrette que la journaliste n'ait pas fait une profonde investigation. Elle se serait aperçue de deux choses. C'est que d'abord, les invitations ne venaient pas seulement de Chantal Ménian. Elle a dit elle-même qu'elle avait été invitée, mais ce n'était pas par moi, car on ne peut inviter que ses amis, et elle ne fait pas partie de mes amis. Donc tous les membres peuvent inviter. Et ensuite, il appartient à l'invité de valider son invitation, soit en acceptant, soit en refusant. Donc, je trouve que la présentation a été à charge et qu'il y a eu une déformation, une désinformation des Martiniquais. Et bien que j'ai reçu beaucoup de soutien, je tenais quand même à revenir dessus. La preuve, c'est que ça peut arriver à tout le monde. C'est que sur Facebook, sur le site Comité de soutien à Alfred Marie-Jeanne, on trouve Joanne Godot, dont on sait qu'il est de droite et qu'il ne soutient pas Alfred Marie-Jeanne. On trouve également Hector Elisabeth, qui a eu l'occasion de faire un courrier public en 2014, disant à Marie-Jeanne qu'il n'était pas de ses amis et qu'il ne le soutenait absolument pas. Donc vous voyez, je n'ai pas incriminé M. Marie-Jeanne, je ne suis pas montée sur les médias pour demander un reportage à charge. Je sais comment ça fonctionne, et donc je sais qu'il a pu avoir, de manière malencontreuse, une invitation qui a été validée, on ne sait comment. Donc ceci pour moi est une affaire qui n'en est pas, et je trouve un peu dommage que la politique se base sur ce type d'information. Et puis ce qui m'a beaucoup peiné, c'est une deuxième information dans la foulée, toujours par le même média, qui est quand même notre chaîne locale, reconnue, appréciée et respectée, c'est le fait que M. Billet ait quand même dit dans son journal télévisé que c'est terrible ça, la désinformation, à partir de quelque chose qu'il a entendu d'une journaliste qui a couvert le Grand Semblé, que les chefs de service du Conseil général seraient sous la houlette des chefs de service du Conseil régional grâce à un amendement présenté par M. Letchimy. Mais c'est inacceptable. D'abord, je suis allée moi chercher l'information puisqu'il est disponible une fois de plus sur Internet. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Il s'agit d'un amendement présenté par le gouvernement, c'est-à-dire par notre ministre, Mme Paul Angevin, que celle-ci a fait une proposition après avoir consulté, c'est elle qui le dit, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais elle le dit et c'est marqué, donc il y a un témoignage écrit, qu'elle a consulté les présidents de région Martinique et Guyane et de département Martinique et Guyane et qu'elle a eu leur accord. Dès lors, pourquoi M. Letchimy aurait dû avoir à contester ce qui avait été accepté de manière collégiale? Donc je ne comprends pas, d'une part, la présentation tendancieuse qui est faite par notre chaîne locale, et d'autre part, l'analyse qui est faite par Daniel Marie-Saint, entre autres, et par les Patriotes, de cet abonnement de la honte. J'avoue que je suis perplexe, et je considère que la politique ne peut pas se faire face à un peuple en construction à travers des mensonges et de la désinformation. Et je vous remercie, vous, d'exister, parce que précisément, c'est ce type d'information-là, à travers Internet, qui nous permet de rétablir la vérité et de donner à la population une information fiable et respectueuse.